et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En direct de Rimouski au Québec. On dirait que ça fait déjà 30 secondes qu'on enregistre. Mais non. Je ne sais pas, j'espère que... Parce que là, on disait des affaires quand même assez graves avant que ça commence. Marie-Ève, l'épisode numéro... on est rendu à combien? Là, 14? 32. Ouais, Oui. ça passe vite, hein? On a beaucoup de choses au menu. Il est arrivé plein d'affaires, mais là, c'est sûr que c'est notre sujet de réjouissance. On a une championne du monde. Et on dirait que ça en prend toujours une. Tu sais, je pense qu'il y en a eu une au moins le 2/3 de nos épisodes, ou peut-être 1/3. Mais là, c'est reparti. Et dans un combat où tu étais assise à côté de moi, chanceuse, et à mesure que le combat approchait, à mesure que tu me disais que là, tu pensais que ça allait être serré, finalement, tout un combat, une adversaire. Puis ça, j'y vois dans le commentaire, OK? En championnat du monde, même si chez les femmes, des fois, ça arrive vite, les championnats du monde où on connaît moins l'adversaire, un championnat du monde, c'est l'opportunité d'une vie. Fait que si l'adversaire avait une fois dans sa vie à prendre un congé sans sol, à tout sacrifier pour la boxe, à aller chercher les meilleurs adversaires pour l'entraînement, c'est là. Fait que là, on a eu, je pense que c'est le cas de le dire, la meilleure version depuis le début de sa carrière de Abril Vidal. Un combat excessivement serré qui, pour moi, j'acceptais 96-94 des deux côtés ou 95-95. Fait que tant qu'on pige là-dedans, je ne vais pas déchirer ma chemise. Puis, mais, après, je te laisse, là. Je suis d'accord avec Abril Vidal qui joue les cartes qu'elle a en sa possession pour obtenir une revanche. On aurait fait la même chose si les juges avaient donné l'inverse. Il y aurait eu un procès, il y aurait eu une conférence. Là. Laissons Vidal jouer le jeu de la boxe, puis c'est bien correct. Ça ne veut pas dire qu'elle va gagner son procès, mais elle fait bien de le faire. Moi, être elle, je ferais la même chose. Tu as raison sur un point. Sur notre dernier épisode, c'était avant le combat, on s'était dit tous les deux une décision large. Tu te rappelles? On se basait sur l'historique qu'on connaissait. Mais moi, quand je suis arrivée à la pesée, puis j'ai commencé à jaser avec Abril, puis là, j'ai vu sa shape, puis j'ai vu, tu sais, j'ai découvert un peu sa personnalité, puis comment elle s'était préparée. J'ai comme un peu reculé sur ma prédiction, je me suis mis à penser, OK, un combat plus serré. Je continuais de penser que Vanessa était favorite, mais je me disais un combat plus serré. Quand Camille et Stéphane est passé pour demander les pronostics et les prédictions aux gens, moi, je lui ai dit, je m'attends à un combat, je m'attends que Vanessa gagne, mais peut-être par une marge plus serrée que je le pensais. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. On a eu un combat enlevant, tu as tout à fait raison. C'était pas simple pour Vanessa. C'était pas simple. Là. Ça a commencé, là, le premier round, c'était quasiment une guerre de rue. On s'est dit, oh mon Dieu, ça part pas, ça part raide. Là. Moi, j'avais les deux premiers pour Abril Vidal. Moi aussi. Là, je me disais clairement, si Vanessa ne fait pas d'ajustement, on est dans le trouble, elle se faisait atteindre souvent, puis solidement. Fort, hein? J'ai trouvé, c'est qu'est-ce que j'ai trouvé? Moi, c'est ma lecture du combat. À partir du 6e,
c'est Vanessa qui a fait les ajustements. Il y a eu un switch. Là, moi, on peut pas. C'est 10 petits combats d'une ronde là, quand on juge, mais si je regarde l'allure du combat, c'est Vanessa qui fait les ajustements. Elle va mettre quelques rondes en banque comme un petit 6 à 9, je pense, elle ramasse tout. C'était quand même serré, mais moi, il y a un règlement. Au baseball, là, il y a des lois non écrites. Comme quand tu mènes par un grand chelem, tu n'as pas le droit de voler le deuxième but. Mais je trouve qu'en boxe, on devrait s'inventer des règles aussi. Comme exemple, quand la ceinture est vacante et qu'elle est gagnée par une décision partagée, on devrait peser sur le piton tout de suite. 60-40 pour la championne, appel d'offres, puis on recommence. C'est trop serré. Revanche automatique. Oui, parce que c'était un combat qui était excessivement serré. Puis, il y a une affaire que je veux te dire, parce que là, j'ai bien réfléchi à ce combat-là toute la nuit. Okay? J'ai dormi juste 5 heures, mais j'ai juste pensé à ce que je voulais te dire. Il y a des gens. Vidal, je peux comprendre, là, parce qu'elle était inactive un peu, elle venait d'une autre catégorie de poids. Quand Eye of the Tiger arrive et ils disent à Vidal, on a un combat de championnat du monde, c'est Vanessa, voici le contrat. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est à prendre ou à laisser. Ils vont appeler l'autre d'après. Fait que les gens qui disent « Ouais, elle aurait dû négocier ». Non, vous ne comprenez pas. C'est pas elle qui a le titre entre ses mains. C'est un titre vacant. C'est Camille qui a l'argent, puis c'est Camille qui est capable d'organiser le combat. C'est pas son promoteur à elle. Fait que là, c'est à prendre ou à laisser. Fait que tu arrives ici, tu fais ta performance, mais après ça, tu ne peux rien contrôler. C'est pour ça que quand, exemple, une Neri Plata vient ici, là, elle peut dire « OK, je vais venir, mais attendez, j'ai une ceinture avec moi. Je veux des juges internationaux. Je veux rentrer la première. Je veux que mon hymne national soit en deuxième. » Là, elle peut négocier. Vidal n'avait pas ce luxe-là. Après que là, elle peut dire elle joue avec ses cartes, mais c'était à prendre ou à laisser. Là, on va se mettre dans la peau un peu des juges, OK? C'est pas facile de juger un combat comme ça pour plusieurs raisons. Premièrement, là, les gens qui voient à la télévision, ils ne voient pas la même chose que les juges voient. Parce que les juges ne sont pas assis tous du même bord nécessairement. Les juges n'ont pas nécessairement l'angle de la télévision, OK? Je ne vois pas ça négatif. À la maison, si tu es concentré, tu vas voir des choses que le juge ne voit pas aussi. Exact. Fait que, tu sais, il y a des choses que nous, on voit qu'eux ne voient pas. Il y a des choses qu'eux voient parce qu'ils sont peut-être plus proches de l'action. Ils sont en dessous. Ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Donc, c'est difficile à ce moment-là, dans un combat serré, de pouvoir en vouloir au juge de pencher d'un bord ou de l'autre. On est mal placé pour le faire. Maintenant, ce combat-là est dur à juger pour plusieurs affaires. Vanessa, elle a commencé lentement. On s'est dit, elle a dû s'adapter. Elle a reçu probablement quelque chose. Les premiers rounds, ce n'était pas ce qu'elle s'attendait, ou du moins, peut-être qu'elle, à certaines époques, ça arrive aussi vite de cette manière-là. Bref, il a fallu qu'elle s'adapte. Elle est allée chercher le volume, Vanessa. Hein? Pas mal tout le long du combat. Par contre, c'est elle, après les premiers rounds, là, elle s'est adaptée, puis elle a lancé du volume, elle a touché plus souvent l'adversaire. J'ouvre une parenthèse. Je crois que tu as raison, mais si on avait CompuBox, elle a probablement été moins active, mais elle a probablement été beaucoup plus efficace, ce qui fait qu'à la fin du combat, les coups qui sont sur la cible, les coups réussis, sont sensiblement les mêmes des deux côtés. Exact, parce qu'Abril Vidal, elle, c'était autrement. Son action était autrement. Bon, elle était très efficace sur la contre-attaque. On l'a vu, là, quand Vanessa tu lançait au début, là, Abril la relançait aussi, puis ça touchait fort. Vanessa va arrêter de lancer un peu en combinaison pour lancer. C'est drôle parce qu'on ne dit jamais ça à une boxeuse, lance des coups uniques. Jamais on va dire ça. On va dire, travaille derrière ton jab. Mais là, à chaque fois que Vanessa rajoutait des noms dans ses combinaisons, elle se faisait cogner. Fait que là, c'était rendu Vanessa, vas-y donc un à la fois. Il y a eu une adaptation ici. Il a fallu qu'elle reprenne ses repères, puis ça s'est passé un peu comme tu dis, avec des coups uniques pendant un certain temps. Puis aussi, on a vu une Abril Vidal moins active, mettons, dans la première minute et demie, plus active dans les 30, dans les 20 dernières secondes, voire les 10 dernières secondes des rounds, ce qui peut induire en erreur. Hein, parce qu'on crée une belle impression pour terminer le round. Puis il y a des gens... Comment on appelle ça quand un boxeur
va être tranquille et là, va exploser à la fin pour laisser une belle expression. La technique, Jean-Pascal. Bon, la technique, Jean-Pascal, c'est vraiment de dire, regarde, j'ai économisé mon énergie pour lancer vers la fin. Puis à ce moment-là, ben, tu termines le round en laissant l'impression que c'est toi qui l'as gagné pour certains. Tu sais, il y a des téléspectateurs, des fans qui sont là. C'est là qui textait. Ben, qui vont regarder ça, puis ils voient la fin, là, puis là, ils se disent, oh, mon Dieu, Seigneur, elle vient de gagner le round. Mais c'est pas même, ça marche en vrai. Il faut regarder le round au complet. Mais c'est vrai que des fois, on gagne le round dans les dernières secondes. Puis elle a sûrement gagné des rounds comme ça aussi, Avril Vidal. Certains de ces rounds, c'était beaucoup la dernière impression, mettons les 30 dernières secondes. Donc, est-ce qu'il y a matière à protéger maintenant? Bon, elle n'a rien à perdre de l'essayer. Là, elle a déposé un protège à la WBC après avoir fait une longue conférence de presse où elle expliquait 1001 raisons pourquoi elle a déposé un protège. C'est de la faute à Marie-Ève Albert. Écoute, elle m'a même écrit pour me dire comment ça se fait que dans tes entrevues, tu ne l'as pas dit. Tu n'as pas demandé à Vanessa comment ça, ça comment de m'avoir volé. T'sais. Ça va te faire du bien de prendre un peu de chaleur. Il n'y a pas juste à moi de se faire critiquer dans le long. Chacun son tour. Là, je lui ai répondu que moi, ce n'était pas mon rôle de lui dire ça. Qu'il y a en masse de gens qui pourraient lui dire de toute façon. Mais bref, il y a eu au niveau des gants, ils ont un peu critiqué. C'est pas tant contre Rival, mais contre les gants imposés. Je ne sais pas. Là, il y a un impondérable. Est-ce qu'ils sont arrivés avec leurs gants Corti puis ils ont demandé à la régie d'utiliser ça puis ça a été refusé? Ça, je n'ai pas cette réponse-là. Mais ils ont amené une comparaison en conférence de presse des gants très durs, des gants de tueurs, comme ils disaient, qui étaient les gants Rival. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il y avait les gants en main, les gants de combat, à moins qu'ils les aient achetés. Là. D'habitude, c'est récupéré, là, je dis ça comme ça, mais il y avait leur gants de combat sur place en Argentine, montraient ça aux caméras, puis ils faisaient toucher les gens, les journalistes, hein, comparé avec les Corti. Je pense qu'ils sont juste partis bien vite après le... Moi, c'est ça, je pense qu'ils ont ramassé les gants, puis ils ont sacré leur camp. Mais donc, ils parlaient des gants, ils parlaient du promoteur, de la régie beaucoup de critiques sur la régie, comme quoi que c'était impossible de ne pas avoir des juges neutres dans les combats de championnat, comment ça que ça a été autorisé. T'sais? Là, Marie, il y a beaucoup, il y a des gens, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé au lendemain de la conférence de presse de Vidal qui disaient, tu vois, c'est ça que ça a amené Yvon Michel, là, qui a critiqué, genre, OK, arrêtez, là, Yvon a le dos un peu trop large, laissez mon Yvon tranquille. Mais il y en a qui disaient, tu sais, que des fois, ça part vite dans le temps, mais ça part vite des histoires, tu sais, comme les juges en Allemagne, les juges en Angleterre. Mais nous, tu sais, l'adversaire de Kim l'a emporté. Mais là, Marie, moi, là... à cette heure. Mais là, moi, c'est ça. Moi, je suis rendu écrivain vedette pour Punching Grace. Fait que là, ça me tentait. Moi, j'adore la boxe féminine. Puis j'adore le fait que c'est pas le même terrain de jeu que la boxe masculine. C'est différent. Là, premièrement, quand j'arrive au lendemain de la victoire de Vanessa Lepage-Johannis, j'ouvre mes sites pour voir les classements, ça n'a aucun sens. Laura Ramsey, elle a 54 ans. Elle est à retraite, Laura Ramsey. Elle est classée, elle n'a pas boxé depuis 5 ans. Vois-tu, si on l'amène ici, le drame. Il y en a une autre, que j'ai oublié son nom, ça fait 4 ans qu'il n'a pas boxé. Il y en a une autre, elle a 22 ans, elle n'a jamais battu quelqu'un avec une fille, je pense. Puis il manque plein de noms dans leur classement de filles qui ont progressé, tu sais, qui mettent leur classement à jour, eux autres, la WBC. Le classement n'a aucun sens. Mais là, j'ai vu, je te fais le topo rapidement. Il y a Avril Vidal qui va essayer de gagner quelque chose. Est-ce que c'est une revanche automatique? Est-ce que c'est d'être classé numéro 1? Je te dirais que d'habitude, c'est ce qui se passe dans ces types de contestations-là. Si elle gagne sa contestation, mettons, puis ils disent « OK, c'est un combat nul ou tu aurais dû gagner », ils vont lui octroyer. Habituellement, ils octroient une revanche automatique. Parfois, ils vont octroyer aussi le point juge neutre et emplacement neutre, mais ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Donc, c'est souvent ce qui se gagne. Moi, c'est que je regardais les options, puis tu sais, il y a A, il va falloir regarder ce que Avril Vidal va aller chercher. Ouais. B, il y a affronter l'aspirante obligatoire, qui est Danielle Perkins. Il vient de knocker Timea Neji. Et qui est l'option la plus dangereuse, l'option que tu veux éviter, pas à tout prix, mais que repousser, mettons. Mais tu ne vas pas la choisir. Non. Là, il y a l'option C. Et Camille et Stéphane étaient en Australie pour rencontrer
un vieil oncle qu'il n'avait pas vu depuis 38 ans, rencontrer ses cousins et faire de la business. On a vu qu'il a placé Imam Kataev en sous-carte Sur de la carte de Lomachenko, c'est ça. Lomachenko. Mais croyez-moi, dans son calepin de voyage, il a aussi rencontré les gens autour de Lanny Daniel et il a dit là, ouvertement, c'est la priorité, organiser un combat d'unification. Et ce que ça amène, un combat d'unification, ça amène que tu fais reculer l'aspirante obligatoire qu'il faut qu'il attende. Ça amène que tu as réglé le dossier à Bril Vidal, elle attendra. C'est l'option la plus logique et l'option d'une défense optionnelle à travers les gens de 50 ans et plus dans le classement, parce que ça n'a aucun sens. Non, mais il y en a d'autres, des filles qui n'ont pas 50 ans et plus et qui sont bonnes. Parce que, sincèrement, les associations ont un sérieux problème tout court avec leur classement féminin. Ils ne sont vraiment pas à jour. J'ai même vu une boxeuse dernièrement être classée par la même association dans 2 catégories différentes, top 5. Des fois elle est classée avec une faute dans son nom d'un 2. Oui, tu sais, des affaires de même. Tu sais que Marie Spencer a déjà été classée 2 fois, numéro 3 puis numéro 6. Il y avait eu une erreur. Puis je me rappelle aussi, Jessica Camara a déjà été classée dans 2 catégories de poids différentes dans 2 associations. Bref, c'est pas tout à fait à point. Puis celui de la WBC est vraiment pas à point. Il y a un paquet de filles à la retraite là-dedans. J'ai une question pour toi. Est-ce que c'est... Parce que moi, j'ai raconté ça parce que là, je parlais à mon bon ami Régent Tremblay. Puis là, je racontais, est-ce que je suis fou ou j'ai lu à l'époque que quand Lanny Daniel, je ne sais pas si c'est avant ou après qu'elle gagne son titre, elle parle de retraite parce qu'elle n'a aucun support dans son pays, puis elle paye les frais de sanction, puis il ne reste rien. Je pense qu'elle perd de l'argent à gagner le titre. Donc, moi, ma théorie, c'est que si je ne me suis pas mêlé, c'est que ce ne serait pas si compliqué que ça à organiser ou si cher que ça à organiser. Mais moi, je pense qu'une belle bourse, il faut l'attirer. Une belle bourse, puis un camp d'entraînement complet. Ça pourrait être intéressant pour elle, parce que présentement, elle s'organise elle-même ses combats, donc c'est sa bourse à elle qui pâtit. Quand tu organises toi-même tes combats ou que tu as un commanditaire, mettons, pour payer tes frais de sanction, puis tout ça, ça reste que pour attirer des adversaires qui sont viables, pour attirer la télévision, pour allouer un amphithéâtre, etc. Elle a présentement réussi à se faire mettre sur des cartes. Je pense qu'elle est mieux organisée un peu, mais ça reste à petite échelle versus ce qui pourrait arriver sur un beau combat d'unification avec une belle bourse où elle n'a pas à se préoccuper de rien, juste se préoccuper de se présenter. C'est pas donné, c'est pas fait que Vanessa bat Lanny Daniel, ça serait un excellent combat selon moi. Lanny Daniel est très en forme. Elle est très en forme, puis elle se bat au poids à peu près de Vanessa présentement. Donc, Vanessa, je te parle à la maison. Vois ça comme de la motivation. Tu ne serais probablement pas favorite sur les sites de parieurs. C'est sûr que non. Parce que, tu sais, Lanny Daniel, elle a fait son nom sur des adversaires un petit peu meilleurs que celles de Vanessa présentement. Des Desley Robinson, des Melissy, etc., qui sont vraiment... Dans son pays, en Nouvelle-Zélande, il y a plus de qualité côté heavyweight qu'il y en a dans à peu près tout le continent nord-américain. Fait que c'est sûr qu'elle a affronté plus d'adversité. Un autre adversaire, vite, que je veux mentionner qui serait possible, c'est Raquel Miller, mais je ne vois pas à court terme comment on pourrait insérer Raquel Miller là-dedans. Raquel Miller n'est ni mandatory, elle revient de l'inactivité, elle devrait avoir un combat sous peu. Mais Marie, tu ne trouves pas qu'on veut toujours mettre Raquel Miller dans toutes nos histoires? Elle était venue au Québec se battre, elle avait gagné, elle était supposée être l'aspirante obligatoire de Dicker, elle est disparue. Là, elle revient dans les histoires de Vanessa. On dirait que Raquel Miller, c'est comme aller chez le dentiste. C'est un mal nécessaire au Québec. Raquel Miller, pour revenir sur Marie-Ève Dicker, vite, il y avait une entente entre elle et Marie-Ève Dicker pour un combat, mais Clarissa Shields est arrivée avec sa grosse offre et ce combat-là a été repoussé. C'était en pleine pandémie. Puis Raquel Miller, elle a des problématiques personnelles. Donc, effectivement, elle disparaît, elle réapparaît, elle disparaît. Donc, c'est très difficile de voir où est-ce qu'elle en est rendue dans sa boxe, je dirais. Mais on va voir là, elle vient de réapparaître. Puis elle est réapparue dans cette catégorie-là, puis elle est réapparue haute. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais pour l'instant, elle n'est ni aspirante obligatoire, ni un bon choix pour une défense optionnelle parce qu'elle est quand même dangereuse. Dans la catégorie des filles dangereuses, mais qui augmenterait la notoriété de Vanessa, est-ce que tu vois une Anna Gabriel recevoir un offre? Ou...
Ben, pourquoi pas, mais il faudrait que ce soit une bonne offre. Anna Gabriel coûte cher. Anna Gabriel, on ne sait pas si elle va laisser la boxe ou pas non plus. Dans une période entre les deux. Je te lance une idée qui n'a pas de sens. Là. 6 juin, Centre Vidéotron, Top Rank et ESPN sont là pour NBD, puis ils veulent y aller avec un combat féminin en support à la télévision. Moi, je pense que c'est un gros risque à court terme. Moi, je n'irais pas avec Anna Gabriel comme la prochaine. Pour une défense optionnelle, non, ça ne serait pas mon choix. Anna Gabriel n'a rien à offrir à Vanessa présentement, à part de la notoriété, mais c'est plus un gros risque parce que pour les combats d'unification n'arriveront pas si Anna Gabriel repart avec le titre. Ben oui, fait que moi, je ne le ferai pas là. Je ne dis pas dans 2 ans. Le risque est trop grand pour l'apport de notoriété. Ben, moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que quand même, Anna Gabriel revient d'une histoire de doping. Elle n'a plus la même étoile qu'elle avait. Si ça avait été la Anna Gabriel d'il y a 3-4 ans, je dirais oui. Ah oui, ça serait intéressant. Mais présentement, à court terme, je ne vois pas ce qu'Anna Gabriel peut apporter à Vanessa dans son cheminement. C'est perso. On change-tu de sujet? Ah oui, mais là, j'aimerais ça. Tu me connais comment j'aime la tumulte. Caroline Vert quitte le groupe Yvon Michel d'un accord commun, mais qui a graffiné beaucoup plus que les deux clans peut-être auraient aimé. C'est que, en gros, je vais l'expliquer, il y avait des défauts de paiement, il y avait des clauses non respectées dans le contrat qui ont fait que l'avocat, qui est Karim Rino, qui était le même avocat dans le dossier de quand Beterbiev a voulu quitter le groupe Yvon Michel, qui a réussi, disons, à convaincre, si je comprends bien, le promoteur de juste dire « OK, on arrête ». Et Yvon Michel a la même phrase, par exemple, il faut que je lui donne. Depuis une dizaine d'années, il va toujours répéter la même chose. Si un athlète ne veut plus travailler avec moi, ne me fait pas confiance, je ne vais pas forcer la main pour continuer. J'ai 70 ans, je veux m'amuser au travers de tout ça, puis il a brisé le contrat. Les conséquences, et là, après ça, je te laisse aller, je vois des conséquences au départ de Caroline Vert. Je t'explique comment moi je l'ai vu. Caroline Vert s'en va s'entraîner avec Kei Koroma, qui est le génie qui a pris Shakur Stevenson à 13 ans, quand son grand-père lui a donné, puis qui l'a amené où ce qui est aujourd'hui. Ce que je vois, c'est que Caroline Vert, est-ce qu'elle vient avec Tamara Thibault dans 8 mois, qui va aussi choisir Kei Koroma? Parce que au Québec, il y a deux clans d'entraîneurs qui peuvent prendre un dossier comme Tamara Thibault. Il y a Marc Ramsey ou il y a Larouche Bouchard, tu sais, sur le côté. Est-ce que ça veut dire que Tam s'en va là dans 8 mois? Je ne le sais pas. Et l'autre conséquence que je vois, puis ça te fait toujours sourire parce que toi, tu es dans les secrets. Moi, je vois ça comme juste quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur. Je me dis, Tamara Thibault, c'est comme la sauveuse, c'est elle qui va réécrire le record. Si je vois, comme je me fais une liste de où elle pourrait potentiellement signer, ben là, moi, je me disais Groupe Gym, Eye of the Tiger, Eddie Hearn, mettons. Tu sais, je me faisais un top 3. Mais là, c'est clair que mais elle ne va pas signer avec Groupe Yvon Michel. Là, si tu ne t'entends pas avec le clan Vert, Katia Banel, qui est sa gérante, mais tu n'auras pas, dans 8 mois, Tamara Thibault ou Wyatt Sanford à la sortie des Jeux olympiques. Fait que c'est plus en contentant pas Vert, mais là, tu perds les autres de l'écurie. Puis, ben Vert, c'est à suivre, mais c'est quand même une grosse perte. Elle était 5e au monde sur BoxRec. Elle cogne à la porte pour vrai. Donc, elle va intéresser d'autres gens, là. Bonne chance à Vert, puis j'ai hâte de voir. C'est toujours intéressant. Tu sais, Kim Clavel a fait le pari d'être loyal à son clan puis d'aller chez Yvon Michel. Ça lui a bien servi. Combat d'unification est à l'avant-scène. Vert fait le pari de quitter, d'aller aux États-Unis. On ne peut pas dire si c'est une bonne idée aujourd'hui. On va pouvoir vous le dire dans 5 ans. Elle n'a pas grand-chose à perdre, Caroline Vert. J'ai parlé à Caroline et j'ai parlé à Katia Banel. Okay? Je les ai appelées. J'ai fait le tour de la question avec elle pour connaître. J'avais des questions moi-même qui ressemblent un peu aux tiennes, puis tout ça. Mais première chose, je veux juste rectifier certaines affaires. Dans le fond, oui, il y a eu une séparation à l'amiable d'un commun accord entre Yvon Michel et Caroline Vert. Caroline Vert s'est présentée chez Yvon pour lui faire part qu'elle voulait quitter, qu'elle était moins à l'aise. Elle a dit
ses raisons. Je n'irai pas plus en détail, c'est personnel à elle, comment ça a été présenté. Mais c'est pas Karim Reynaud, l'avocat, n'a pas eu d'intervention à faire du tout dans le processus. Ça s'est fait d'un commun accord. Karim Reynaud est engagé par le management du côté de Katia Banel, Sweet Science, pour régler la paperasse après. Mais l'accord s'est fait, ça s'est vraiment fait entre Caroline et le promoteur. Donc, à la suite de ça, Yvon Michel a fait un tweet, un X qu'on devrait dire maintenant, pour annoncer que c'était terminé et que c'était en commun accord et blablabla. Et là, ben, la paperasse va se régler. Mais Marie, il y avait plus que le gazouillis, parce que dans le gazouillis, c'est accord commun. Mais quand je lis le texte de Chabot, il lance comme une première roche. Puis là, le texte de Marleau lance la garnotte au complet. Il y a quand même des raisons. Il y a des raisons. Il y a une multitude de raisons. On a parlé de défauts de paiement et de clauses non respectées. Ça, bon, ça sera à Karim Reynaud de régler ça, l'avocat, avec Groupe Yvon Michel. Je crois qu'il y a eu une entente de paiement, peu importe. Regarde, moi, je ne suis pas dans ces confidences-là, mais clairement, il y avait d'autres choses. Parce que Caroline, elle ne change pas juste de promoteur, elle change aussi d'équipe d'entraîneurs. Donc, c'est beaucoup de décisions qu'elle a prises à un moment donné pour s'en aller quelque part d'autre. Elle prend un guess, Caroline a 35 ans, elle regarde les filles, on en a parlé au dernier podcast. Tu te rappelles, on disait Caris Hartingstall, Raven Chapman, Sky Nicholson, toutes ces filles-là qui sont passées pro à peu près en même temps qu'elle, sont plus avancées pour deux raisons. Soit on leur a donné des meilleures opportunités, hein, des titres mineurs plus rapidement, soit ils ont eu du matchmaking, pas du matchmaking, mais mettons des adversaires peut-être en crescendo un petit peu plus, je dirais. Caroline, elle, ça a été l'inverse, ça a commencé fort, puis là, ça a descendu au niveau du type d'adversaire. Elle a 35 ans, elle ne peut pas se permettre d'attendre qu'on ait le moyen peut-être de lui amener quelqu'un plus cher. T'sais. Mais Marie, tu es vraiment forte parce que tu as vraiment joué dans ma tête, là, parce que je m'en allais ouvrir mon box-rec. Puis ça, je voulais te dire, tes combats, là, son combat de quand elle fait ses débuts pro, c'est bien parfait. Après ça, avoir une bonne adversaire en Estefania Franco. Mais l'adversaire 3 et 4, là, on est en plein là où on voulait être. C'est exactement sa pine. On parle d'une fille de mi-trentaine, on lui envoie Anaëlle Angeville. C'était top, moi j'étais très contente de ça. Là, on est impeccable. Et c'est là que, tu sais, moi j'avais ri un peu de. Parce que moi et Vincent Morin, on s'obstine beaucoup parce que lui, tu sais, souvent il va pousser ses décisions. Tu sais. Là, il me disait que Jessica Belluski avait gagné ci, avait gagné ça. Puis c'est clairement des gens comme Belluski ou. Dans des fiches gonflées. Belen Roas qui ont été déclassés complètement. Puis là, tu te dis, mais c'est parce que ces filles-là, ils ne battraient pas Angéville, puis ils ne battraient surtout pas Gongora. Tu sais, fait que tu as monté jusqu'à Gongora, puis là, à la limite, on comprend l'idée de la boxe de rester actif. On comprend l'idée de c'est un adversaire de dernière minute. Tu sais, tu peux y aller sur un plateau, descendre, remonter, tu sais, mais là, c'est que tu montes jusqu'à Gongora, puis là, on s'en va où? Pour ce qui est du changement d'entraîneur, je veux juste revenir là-dessus. C'est pas un désaveu contre Daniel Bouchard. Moi, je considère que ça, c'est une non-nouvelle, un changement d'entraîneur, parce que ça arrive souvent dans la carrière de plusieurs boxeurs. C'est pas tout le monde qui est fidèle en boxe. Parfois, tu arrives, tu deviens confortable au gym, trop confortable, puis quand tu es trop confortable, c'est là peut-être que ça joue dans ta tête. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que tu dis que c'est une non-nouvelle. Moi, j'appelle ça une non-nouvelle. Ça dépend du point de vue, là, mais moi, je ne trouve pas que c'est d'accord avec ça parce que ce serait une non-nouvelle, mais il y a eu des propos, puis c'est pas négatif, là, mais qui font que ça devient un petit peu, on peut en parler. Quand elle dit un peu que Caroline Vert a été prise dans un carcan de boxe amateur. Tu sais, elle n'a pas fait le switch vers la boxe professionnelle de manière de style, puis elle dit regardez comment Shakur Stevenson, lui, a fait son switch, tu sais, grâce à Koroma. Tu sais. Si elle change d'entraîneur, Laurent, là, il y a des raisons pour ça. Avoir un style plus associé à celui des professionnels. Oui.
avoir des meilleurs partenaires d'entraînement, probablement à cause que Michaela Meyer est dans le gym. Il faut faire attention avec le mot meilleur partenaire d'entraînement parce que ça a été écrit, mais il y a deux sens à ça. Puis moi, j'ai posé la question, c'est dans quel sens quand tu dis meilleur? C'est pas, les partenaires qu'elle avait étaient tout à fait décentes. Si elle veut plus de diversité dans l'offre de partenaires. Quand on dit des meilleurs, c'est plus une amplitude de choix dans les partenaires de sparring parce qu'elle n'en a pas tant que ça. Puis souvent, c'est répétitif. Tu vas toujours avoir les mêmes filles pour sparer contre toi dans tes catégories. Là, ils vont établir une forme d'un intervalle, mettons, de poids. Puis, regarde, je vais donner un exemple niaiseux. On va parler de Sandy Ryan tantôt. Là. Sandy Ryan, elle a changé de coach. Elle est rendue avec Flick Emmanuel Jr., qui, lui, est avec Kai Koroma. Okay? C'était Kai Koroma et lui qui étaient dans le coin de Sandy hier. Elle est allée faire son premier camp d'entraînement aux États-Unis, un peu ce que Caroline vise, dans le fond. Aller faire ses camps d'entraînement aux États-Unis, revenir s'entraîner pour la préparation physique au Québec, mais partir, mettons, 6 semaines en camp d'entraînement aux États-Unis ou 4 semaines, quand elle va avoir des combats. Elle a pu faire, Sandy Ryan, du sparring avec Clarissa Shields, avec un paquet de filles dans le gym. Elle est allée dans d'autres gyms proches. Las Vegas, la Californie, c'est proche. Le choix pour elle était beaucoup plus varié. Et c'est ça qu'on n'a pas ici présentement. C'est compliqué de faire venir les filles, de se déplacer. Là-bas, il y a beaucoup de... Le bassin est énorme à comparer à ici pour une même catégorie de poids. Donc, moi, je comprends ce point de vue-là. De vouloir aller essayer autre chose parce qu'elle se dit, moi, à 35 ans, ça passe ou ça casse. Puis je me dis que si on me dit d'attendre parce que je suis pas les frais, on ne me payera pas mes frais de sanction, par exemple, sur un titre mineur ou ça viendrait l'année prochaine, ben moi, tant qu'à ça, soit je vais m'en aller comme boxeuse autonome puis je vais faire mes paiements moi-même avec des commanditaires, soit je vais me trouver un autre promoteur. C'est ça que je voulais te dire parce que là, j'avais préparé la conclusion, pas la conclusion, mais préparer quelque chose pour toi. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le job de promoteur un peu cette semaine, le dossier de Caroline Vert. Puis je vais te donner un exemple que je vais aller emprunter au monde de la lutte. OK? Let's go. À la lutte, quand tu es un lutteur extraordinaire, mais que tu as un mauvais micro, OK? Ils appellent ça avoir un mauvais micro. Tu es mauvais en promo, OK? On va te donner quelqu'un qui parle à ta place. Tu sais, comme, mettons, Bobby the Brain Heenan a fait sa carrière où il se promenait avec André le Géant qui ne parlait pas anglais. C'est lui qui parlait, puis André le Géant, il faisait juste avoir la méchante en arrière. Mais Caroline Vert, on est allé la signer en sachant très bien que c'était une fille timide. C'est David Saint-Martin, je le nomme, il me disait, mais j'en avais peur tellement qu'elle avait l'air dure d'approche quand j'allais m'entraîner avec Sarah Kali. Puis il disait, finalement, j'ai découvert qu'elle était gentille. Elle est drôle. Elle est très drôle. Il faut juste percer un peu. Il faut lui donner son petit espace. Mais Yvon Michel, à 70 ans, avec toute l'expérience qu'il a, il savait que Caroline Vert n'allait pas devenir quelqu'un d'explosif au micro. Mais c'était à lui un peu, puis je ne sais pas, parce que là, je ne veux pas tout le temps l'accuser de tout, mais c'était à lui un peu de fournir, de parler à sa place, d'aller faire des entrevues pour dire, vous n'avez pas idée à quel point elle est bonne, elle est cinquième. La mettre dans une situation aussi où on peut voir ses qualités d'être humain. Prochain combat. C'est que là, à partir du moment où le promoteur, il ne fait pas ce rôle-là de micro à sa place pour la promoter, la promouvoir, puis qu'après ça, ils disent, oh non, moi, je ne vais pas payer les frais de sanction. Ben nous, on peut-tu trouver un commanditaire pour les payer? Oui. Mais là, c'est sûr que si tu amènes des adversaires qui ont perdu leurs 4 derniers combats au 20e anniversaire, que tu ne payes pas les frais de sanction, puis que tu ne fais pas vraiment de micro pour elle, parce que d'un, tu ne peux même plus être à tes propres événements pour 8 mois, là, c'est sûr que tu te grattes la tête un peu, puis tu fais comme, je vais aller me battre aux États-Unis, puis Vincent Morin peut m'organiser un combat chaque vendredi. Tu sais. Dernier point là-dessus, je vais juste dire que des fois, les promoteurs vont signer des boxeurs pour différentes raisons. Il y en a qui ont des personnalités explosives. On sait qu'ils ne seront pas champions du monde, mais on va être capable de leur amener des belles bourses puis une belle visibilité sur certaines cartes parce qu'on peut exploiter ce côté-là pour vendre des billets, des gros tickets sellers. Il y en a qui ont le package deal. C'est Kim Clavel, c'en est une qui a le package deal. Elle a le talent, mais elle a la personnalité. Il y a des gens qui sont plus timides. Je vais nommer une Cathy Taylor, par exemple. Oui, Cathy Taylor est une ticket seller parce qu'elle est irlandaise dans un pays où les gens sont fous de boxe. Amène Cathy Taylor au Québec, OK? La même Cathy Taylor avec sa personnalité qui
ma foi, fait penser à celle de Caroline, un peu de son petit côté sobre, pas présente sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on aurait peut-être eu de la misère à créer le même engouement autour d'une Cathy Taylor qui a pourtant un talent de malade. T'sais. Mais Eddie Hearn, donc, il faut signer des fois des gens pour oui, puis des fois, tu vas signer des gens pour leur talent brut, nonobstant leur personnalité, parce qu'ils peuvent t'amener vers le top vite. Et quand Yvon Michel a signé Caroline Vert, rappelle-toi, on a dit elle va aller en championnat du monde super rapidement. Donc, on est allé chercher une fille avec un potentiel de développement rapide vers le haut. Et ça, des fois, les promoteurs vont prendre ce risque-là parce qu'ils se disent on a un potentiel de combat de championnat du monde dans les 3 prochaines années, mettons. Bien, ça commence à faire ça avec Caroline, puis c'est pas parce qu'elle n'est pas bonne. Il faut lui donner ce qu'il faut pour qu'elle puisse monter. Elle ne pourra pas le faire avec Augustina Rojas, l'adversaire qu'elle a eu la semaine passée, le 14. On ne parle même pas de ce combat-là. Pourquoi, Laurent? Parce que ni toi ni moi, on l'a vu. Il n'était même pas diffusé. On sait, selon les oui-dire, qu'elle a dominé toutes les rounds. Oh, mais là, tu me fais de la peine, parce que je pense à ces... Puis j'ai encore là, mais je vais dire ce que je pense, là, vous m'accuserez, mais je pense à ces boxeurs-là qui vivent beaucoup de commanditaires. Et là, la prochaine fois, le commanditaire, il va dire, mais regarde, j'aurais aimé ça te donner 3000, mais tu n'es pas diffusé, va te donner 1200. C'est même pas streamé sur une page Facebook, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai un peu misère avec ça. Ils font le fixe dans le coin avec une rallonge pour le mettre sur la charge, là, ça aurait été au moins ça, tu sais. C'est pas personnel à Yvon Michel en tant que tel. Ça s'applique à tous les promoteurs. Non, on doit donner des outils à des boxeurs qu'on signe, peu importe pour quelle raison on les a signés. Donne-leur le package d'outils, puis ça va probablement être un mariage heureux, tu sais. Je dis ça comme ça. On peut-tu parler vite de Kim puis de MPH qui ont finalement des adversaires pour avril? Oui, bien Kim Clavel, je sais que elle va affronter une fille de 8-3, mais c'est Farah El Boussaïri. Oui, j'ai regardé l'affiche, ça a du sens. Je la déteste pas, moi, Farah, je l'ai vu boxer. Je suis un peu surpris, puis tu sais, groupe Yvon Michel, maintenant, il reste 4 boxeurs, fait que ça pourrait arriver, mais je suis un peu surpris qu'on tente de doubler Kim puis MPH, les deux en 5 semaines. Oui, parce que MPH a été rajouté selon BoxRec sur la carte du 11 mai aussi. Mais Marie-Pierre Roule, je vais te parler de Marie-Pierre, puis toi, tu parleras de Kim, OK? Parfait. On va faire ça comme ça. Au début, quand j'ai vu l'adversaire de Marie-Pierre Roule, puis j'ai reçu des gens de la régie là, qui m'ont écrit en privé, puis qui m'ont dit ouais, c'est spécial. Hein? Ces 2 dernières victoires, c'est une fille de 1-13. Après ça, elle devient une fille de 1-17, puis c'est ces 2 dernières victoires de l'adversaire de Marie-Pierre. C'est une fille de 20-18 qui n'a jamais été arrêtée. Mais quand tu regardes sa fiche, c'est clairement mauvais. Puis c'est clairement moins bon que les derniers adversaires que Marie-Pierre a affrontés depuis Sandy Ryan. Fait que là, moi, j'avais le goût de dire, c'est pourri, ça n'a pas de sens. Yves Lévesque vient de se faire donner une leçon de gérance par Katia Banel, qui, elle, a sorti son adversaire, sa boxeuse de là pour le mieux. J'avais le goût de tout casser. Puis là, je me suis dit, Laurent, fais attention. Je jugerai la totalité de la carrière de Marie-Pierre et le travail de Yvon Michel et de Yves Lévesque à la fin. Peut-être. Et là, le fait que l'adversaire soit si faible pour moi, est-ce que ça cache mieux? Est-ce que ça cache quelque chose? Donc là, je vais retenir mes critiques en prétendant que quelque chose de bien s'en vient. Tu te rappelles pas d'elle, toi, hein? Marissa Portillo, tu l'as déjà vu boxer? Non, je ne sais pas trop. Je vais te remémorer quand? Il y a quelques mois, peut-être l'année passée, je ne me rappelle plus, il y a eu une fille qui s'appelle Cecilia Breckus qui a fait un grand retour après une inactivité incroyable. Puis elle a affronté une fille dans un combat plate. Puis on en avait parlé, toi puis moi, puis tu avais dit, mon Dieu que c'est lent ce combat-là, mon Dieu qu'il ne se passait rien, mon Dieu que Breckus en a perdu, puis nanana. Ben, c'était elle, l'adversaire de retour de Cecilia Breckus. Je voulais juste te le dire. Il ne faut pas s'attendre à découvrir une Marissa Portillo meilleure que sa fiche. OK? Est-ce que c'est totalement mauvaise? Non. Elle est capable de tenir tout le combat. Je ne suis pas fait arrêter. T'sais, si on veut faire des rounds à Marie-Pierre puis le faire pratiquer des affaires, ben ça va être correct, Marissa Portillo. C'est juste que ça ne servira pas à sa progression dans les classements, vraiment.
C'est pas le genre d'adversaire qui va lui amener un plus-value pour sa fiche, mettons, pour son pedigree. Mais si on a besoin de la faire pratiquer pour quelque chose de plus gros, ben c'est peut-être une belle opportunité. Je vais dire ça comme ça. On jugera après. Mais est-ce que c'est une adversaire qui est meilleure que sa fiche? La réponse est non. Moi, je l'ai vu quelques fois boxer, puis sa fiche représente pas mal ce qu'elle est capable d'offrir. Tu n'as pas l'impression que c'est le genre d'adversaire qui pourrait cacher quelque chose? Oui. Je m'attends à ce qu'il y ait du mouvement autour de Marie-Pierre dans les prochaines semaines. Je ne sais pas, mon gut feeling me dit qu'il y a quelque chose qui se prépare dans la vie de Marie-Pierre. On verra, on s'en reparlera. Non, mais on s'en reparlera. On s'en reparlera à un moment donné, c'est mon feeling, puis peut-être que j'ai tort. Donc... Moi, tu sais ce que j'aimerais, mais je sais pas, je milite pour ça, là. Oui, j'aimerais que Marie-Pierre ait sa finale. J'aimerais que Marie-Pierre ait sa semaine médiatique avant, qu'on la pousse, tu sais, que... il y avait 5 boxeurs chez Jim en début de semaine. Il y avait 3 finales à organiser pour le 20e anniversaire. Et elle revenait d'une... Tu sais, elle a fait une belle performance contre Sandy Ryan. On va en parler plus tard, mais regarde, Sandy Ryan, elle a gagné par arrêt, par abandon après 4 rondes hier. Mais Marie-Pierre a mieux fait que ben du monde, genre. Là, elle peut sortir de là avec le menton très haut contre Sandy Ryan. Fait que moi, Marie-Pierre, de un, je la veux en championnat du monde. Je pense qu'elle a ses chances maintenant qu'elle a eu l'expérience d'aller le vivre en territoire hostile. Moi, Marie-Pierre, là, j'investirais mes réels sur elle, genre, je suis sûr, et puis elle est en shape. Tu sais, depuis qu'elle a descendu depuis qu'elle a descendu de catégorie de poids, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a changé dans sa diète ou quelque chose, mais et ses abdos 24 sur 24, ce qui n'était pas, avant, elle n'était pas comme ça à 147, des fois, on la voyait un peu plus en chair, comme dirait ma grand-mère. Maintenant, ses abdos... Non, elle était un peu plus ronde, mais pas plus ronde, mais non, elle n'était pas ses abdos. Elle était 7 livres de plus. Non, là, ses abdos tout le temps. Oui, je suis d'accord. Elle a vraiment l'air d'une athlète de haut niveau, là, à chaque jour. Là. Il n'y a pas une thé, des fois, les boxeurs, entre les combats, le poids va monter. Non, oublie ça, elle est à son meilleur tout le temps. Tu sais, je vais donner un exemple précis, OK? Je vais donner l'exemple précis de ce que je veux dire, OK? Tu n'as pas aimé mon terme en chair, c'est ma grand-mère qui disait ça. Mais là, je t'explique ce que je veux dire. Il y a des boxeurs qui vont recevoir des appels en championnat du monde à la dernière minute, adversaire de remplacement. Il est arrivé quelque chose et là, ils sont obligés de refuser parce qu'ils s'étaient trop laissés aller entre les deux combats. Moi, mon point, c'est que Marie-Pierre pourrait être appelée le mercredi puis faire le poids le vendredi. Là. Moi, je ne lui souhaite pas. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais est au point. Je comprends ton point, mais moi, je ne lui souhaite pas. C'est juste être en shape à l'année longue qu'elle pourrait accepter tout. Si elle retourne en championnat du monde, je vais juste lui souhaiter d'avoir un full camp d'entraînement. C'est juste ça. Mais je comprends ton point, Laurent. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai. Juste que physiquement, ou je ne sais pas s'il y a quelque chose de changé dans son entraînement, mais elle a passé à un autre niveau d'athlète en changeant de catégorie de poids. Pour Kim Clavel, je veux juste revenir vite. Là. On sait déjà le plan, on en a parlé au dernier podcast. Ils veulent faire une unification Bermuda-Esplata. On ne sait pas si ça va arriver. Ils voudraient que Kim affronte la gagnante. Le plan est en selle. Maintenant, il faut voir comment on va se rendre là. Puis en attendant, on lui propose 2 combats en 1 mois à peu près, en 5 semaines. Le premier contre Farah El Poussaïri, c'est décent. Je l'ai vu boxer quelques fois. La fille a des aptitudes boxe. Selon moi, ça va être quand même simple pour Kim. Mais ça reste un combat décent. Je sais qu'il y a plusieurs adversaires qui ont été refusés, selon mes sources. Et celle-là est la meilleure de celles qui ont été proposées. Et je trouve que c'est correct. Moi, je me pas la polonaise. Comment? Moi, j'aimais la polonaise qui sortait de l'armée. Là. La roumaine aussi. Mais pour Kim, tu as raison, mais des fois, tu sais, comme ça se bat 2 fois en 5 semaines, puis qu'on essaie d'aller chercher des adversaires qui sont quand même crédibles. N'oublie pas que je ne me rappelle pas du nom, c'est toi qui vas me le dire. Elle voguait rapidement vers une victoire, puis à un moment donné, elle s'est fait couper. Les 3 derniers rounds ont été difficiles. C'est quand même de la boxe. Il peut y avoir des impondérables. L'autre peut arriver dans la forme de sa vie. Elle peut te couper sa coupeur de l'autre fois. C'est possible dans la vie. Puis je sais à peu près vers où ils s'en vont pour le prochain combat, mais ça ne veut pas dire que ça va se faire, donc je vais me taire. Non, mais à boxer souvent, il peut arriver des Je parle du prochain combat, l'autre d'après, lui de mai, j'ai comme une petite idée de ce que ça s'en vient, mais
je ferme ma trappe pour l'instant. Parce que c'est rien de concret. Vite, je veux saluer Charlie Kavanagh. Charlie Kavanagh, qui est une welter, même catégorie que Sarah Kali, qui a été vice-championne du monde en 2022, qui a eu une médaille aussi aux Jeux panaméricains en 2022 dans cette catégorie-là, s'est fait battre au mois de décembre contre Sarah Kali, donc son rêve olympique est un peu mort. 23 ans, la jeune fille de Saint-John, Nouveau-Brunswick, elle annonce sa retraite, mais surtout, elle annonce sa retraite et elle explique ses raisons. Elle n'a plus de fun à boxer parce qu'elle a développé des problématiques de santé mentale, entre autres liées à son sport. Puis là, elle lève le voile là-dessus. On parle d'anxiété diagnostiquée, mais on parle aussi de troubles alimentaires. Et ça, c'est un sujet un peu tabou dans des sports où il faut faire le poids. Fait que Charlie Kavanagh a fait plein de pauses présentement pour expliquer comment elle s'était rendue ingérable dans la dernière année, dans les derniers 18 mois, mettons, ce côté-là de gestion de son poids. Puis, il faut se poser la question, des fois, il faut juste allumer la lumière parce qu'il y a beaucoup de boxeurs et boxeuses qui développent un problème, une pathologie liée à la perte de poids, au surentraînement, à faire le poids, à la santé. La ligne est faible des fois quand on doit faire le poids, Laurent. Fait que je voulais juste la saluer de son courage, parce que c'est courageux de parler de santé mentale dans le sport. Elle avait commencé à boxer à 12 ans. Là, après, elle annonce sa retraite à 23. Puis en gros, j'ai vu ce que tu racontes, puis c'était quand même un peu émouvant même parce que. Oui, moi, c'est venu me chercher vraiment ses posts et stories là, sur Instagram. Elle raconte, en gros, la phrase qui m'a marqué beaucoup, c'est qu'elle dit « Derrière le sourire que vous voyez sur les podiums, il y a moi qui confronte mes propres démons. » Tu sais, puis c'est la phrase qui est venue me chercher. Hein. Tu sais, on oublie parfois, là, c'est ça que, tu sais, quand il faut faire le poids de façon régulière dans un sport, tous les sports avec, mettons, un poids contracté, on va dire ça, autant chez les amateurs que chez les pros, tu sais, on suit des diètes. Des fois, on s'entraîne trop. Il y en a qui arrêtent de manger. Mais à partir d'un certain moment, là, il y en a qui vont utiliser des laxatifs, se faire vomir, faire toutes sortes de choses comme ça. Puis, ça peut devenir... C'est difficile parce que tu te compares avec ton voisin qui fait aussi une coupe de poids. Puis, des fois, la ligne est mince entre une personne qui le fait correctement puis une personne qui est rendue à se créer une pathologie. Là. Mais Marie, je ne veux pas faire de comparaison boiteuse, mais je pense que ma comparaison va vraiment être boiteuse. Mais on a vu cette semaine le joueur de hockey, Chris Simons, qui s'est suicidé. Puis là, on revient tout le temps aux problèmes de commotion. Mais je crois que Charlie Kavanagh, dans un de ses vidéos, elle mentionne aussi qu'elle a eu 2 commotions sévères depuis le début de sa carrière. Mais elle les a pas reliées à ce qu'elle appelle des troubles. Mais là, je disais, OK, parce qu'en même temps que je te parle, OK, j'ai fouillé. Puis il y a eu beaucoup d'athlètes de haut niveau dans les dernières années qui ont été mis de côté. Là, j'ai des noms. Michael Phelps a eu des problèmes de santé mentale. Bianca Andreescu, Simone Bill qui a arrêté 2 ans. Puis moi-même, je veux dire, ça ne va pas toujours bien entre les oreilles. Il faut parler de ça. Moi, je trouve ça courageux parce que c'est encore tabou de parler de santé mentale. Mais moi, j'aime qu'un athlète se lève, c'est courageux, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire ouais, mais, ou qui va banaliser ça. Par exemple, son anxiété. Il y a des gens qui vont avoir une anxiété pathologique qui va les empêcher d'avancer dans la vie. Mais faire de l'anxiété, des fois, tu vas quand même avoir un certain contrôle, mais c'est tout le temps en toi. Donc, quand tu fais un sport de haut niveau avec du haut stress puis que tu es anxieux, c'est difficile à gérer, c'est multiplié par 10. Je veux juste donner une ressource pour si jamais il y a des jeunes athlètes ou des parents d'athlètes qui nous écoutent puis qui voudraient se renseigner sur les troubles alimentaires. Parce que allez voir premièrement le compte Instagram de Charlie Kavanagh qui donne beaucoup de détails sur c'est quoi exactement qui s'est passé pour elle. D'accord? Mais il y a l'ANEB, ANEB, qui est un site web, il y a une ligne d'écoute là-dessus. C'est vraiment spécialisé au Québec en troubles alimentaires. Puis, c'est une ressource, je pense, qui est tout à fait intéressante pour commencer à s'informer. Des fois, les parents ont des doutes que leur adolescente est en train de développer une obsession, mettons, sur le poids, commence à utiliser des laxatifs vraiment tôt pour arriver sa balance. Tu sais, ça ne devrait pas être comme ça régulièrement, mettons. Même des produits. Mais Marie, je suis content que tu arrives avec la ressource et tout, parce que c'est un peu ça que je voulais dire, que moi, ce qui m'a le plus aidé quand j'ai eu des gros problèmes d'anxiété, d'angoisse, crise de panique,
dépression, ça a été d'en parler aux bonnes personnes. En parler, c'est ça. Moi, mais j'en ai pas parlé, puis c'est pas contre toi, mais j'en ai pas parlé à Marie-Ève Albert, j'en ai pas parlé à moi, je suis pas une ressource, moi. Exact. Allez parler à des gens qui ont les outils pour vous aider. La carte d'assurance maladie, là, elle nous coûte cher là, chaque semaine. Elle peut être très utile dans ces dossiers-là. Il y a beaucoup d'organismes qui ont des lignes d'écoute, puis on ne pense pas que dans le sport, tu sais, des gens qui performent. Elle est performée, elle est arrivée chercher une médaille d'argent à Istanbul au championnat du monde en 2022. Hey, il faut le faire. À performer avec des troubles alimentaires puis de l'anxiété. Imagine si elle n'avait pas eu ça, comment elle aurait performé? L'autre phrase il y a la phrase que je t'ai dit tantôt qui m'a marqué, puis la deuxième phrase, elle a dit « Aujourd'hui, je quitte le rêve d'avoir l'emploi que j'ai toujours rêvé, être une boxeuse professionnelle. » Elle disait que c'était son dream job d'être boxeuse professionnelle et elle abandonnait ce rêve-là à l'âge de ses 23, 24. 23 ans, elle s'est choisie elle-même plutôt que de choisir un rêve qui affectait tout ce qu'elle était. Donc, moi, pour ça, je voulais le souligner. Chapeau à une athlète qui était fantastique, très belle personnalité, qui nous a bien représenté le Canada partout quand elle est allée. Et je lui souhaite juste d'être heureuse, peu importe quel chemin elle va prendre. Je lui ai écrit en privé pour lui dire qu'on allait parler de ça aussi au podcast. Elle était contente qu'on ouvre le sujet. Mais tu traduiras mes propos en anglais en bas d'écran. Hein? Je vais le traduire. Vite, j'aimerais qu'on parle du combat d'hier. Toi, je pense que tu ne l'as pas vu, hein? Sandy Ryan contre Harper. J'étais en route vers Drummondville. Moi, Sandy Ryan, là, puis cette semaine, est-ce que je vais te dire qu'est-ce que je disais cette semaine? Je disais un article qui parlait des 3 types de boxeurs. Non, il y avait 5 types de boxeurs dans la vie, OK? Puis en gros, il y avait, mettons, le boxeur gentil, le boxeur méchant, puis là, il y avait le gentil, mais en tout cas, fait que c'est vraiment un peu comme loufoque, mais il y avait le boxeur méchant, arrogant, désagréable, mais qui livre la marchandise, OK? Ça, c'est Sandy Ryan. Sandy Ryan, je la voyais dans, mettons, Floyd Mayweather serait l'archétype du boxeur méchant qui livre la marchandise. Là, chez les femmes, Clarissa Shields le joue un peu, ça, mais... Oui, mais elle est fine, Clarissa Shields, en vrai. Elle joue juste dans les Fight Week. Mais Sandy Ryan, quand tu écoutes ce que Marie-Pierre Roule qui dit « Elle venait de me battre, puis elle me pointait pour rire de moi, là, avec son équipe. » Fait que là, tu te dis « Ça n'a aucun sens, le comportement de Sandy Ryan. » Mais quelle athlète! Elle est vraiment bonne. Hier, là, on a vu vraiment tout ce qu'elle était capable de faire. Bon, je vais quand même mettre en contexte que Terry Harper, après le combat, OK, son coach, Steffi Bull, a annoncé qu'elle redescend à 135 livres. Ce qui fait plus logique, qui est son poids naturel. Il faut se rappeler que Terry Harper était une très petite 154 livres qui ne prenait pas une livre entre la pesée et le combat. Elle prenait peut-être, même qu'elle était en dessous de son poids de combat souvent. Donc, à 147 livres, elle a un peu le même problème. C'est une fille qui est très petite, elle va réhydrater un peu, mais ça ne dit rien, elle est vraiment plus grosse. Puis ça a apparu. C'est là qu'on a vu que ça a apparu, parce qu'on savait déjà que Terry Harper avait un menton, on savait qu'elle était capable d'aller au tapis. Elle avait déjà été au tapis contre Alicia Baumgartner dans le passé à 130 livres. Sandy Ryan a fait des changements dans sa vie depuis ses derniers combats. Elle a changé de coach. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Elle est rendue avec Flick Emmanuel Jr., qui, lui, est à Las Vegas. Elle a pris un coach américain. Tu sais, quand je disais que Caroline va faire les allers-retours, probablement, si ça marche avec Keiko Roma, ben, c'est un peu ce qu'a fait Sandy Ryan. Elle s'en va pour son fight camp, puis elle s'entraîne à Las Vegas. Keiko Roma était aussi dans son coin. Donc, elle a pris une équipe complètement nouvelle autour d'elle, changé son mindset pour aller améliorer ce qu'elle n'avait pas réussi à améliorer encore jusqu'à maintenant, même si elle était déjà championne du monde. Elle s'est apparue. J'ai trouvé que son coin hier est impeccable. Son coin lui a dit, puis elle en a reparlé après ça, son coin lui a dit avant le combat, oui, le knockout, tu parles beaucoup du knockout parce que tu aimes ça knocker, là, mais fais la job en premier. S'il vous plaît, fais la job en premier. Puis, fais ton knockout si l'opportunité arrive. Puis ça, c'est un changement de mindset parce qu'elle était tout le temps une fille qui allait avec ses power punch, OK? Elle visait le knockout tout le temps. Puis ça ne réussissait pas, mais elle perdait, elle se faisait toucher plus, etc. Elle a amélioré sa boxe incroyablement depuis ses derniers combats, juste parce qu'elle a vraiment appliqué ce plan de match-là.
Je lui ai donné les 4 rounds contre Terry Harper. J'ai donné à Terry Harper à peine un coup ou deux intéressant sur ces 4 rounds-là. 3 rounds sur 4, j'ai senti qu'avec une 3e minute, il y aurait eu un knockout. C'est arrivé au 4e round. C'était pas un knockout fulgurant, c'est un arrêt du coin après 4 rounds. C'est un arrêt, on a préféré protéger la boxeuse. Donc, Steph Ebo a lancé la serviette entre le 4 et le 5. Et c'était bien correct. C'est une décision tout à fait correcte. Elle est bonne dans tout. Il n'y a rien qu'elle ne fait pas bien, Sandy Ryan. Hey, son travail au corps est malade. La puissance de ses coups est malade. Son déplacement, là, elle est bonne dans son jeu de pied. Elle est bonne pour contrôler l'adversaire, l'amener là où elle veut, y couper le ring. Là. C'est impeccable. Elle est bonne pour se faire haïr parce que Marie-Pierre Roule est la personne la plus gentille au monde. Puis elle grince des dents quand il parle de Sandy Ryan. C'est pas quelqu'un de particulièrement sympathique. Tu vois, on ne voit pas souvent en entrevue, souvent être arrogante. Dans les pesées, c'est infernal. Dans le ring, on appelle ça des ring bullies parce qu'ils prennent énormément de poids aussi après réhydratation. Mais chapeau, cette fille-là est impressionnante et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter. Là, ce que j'aimerais voir chez elle dans le futur, ben là... peut-être un combat contre Chantel Cameron à 147. Chantel n'a plus de ceinture à 140. Peut-être qu'elle me remonter à 147. Elle l'a déjà fait. Ça pourrait être intéressant. Sinon, Michaela Mayer, hein, ça pourrait être un très bon combat contre Michaela Mayer. Alicia Baumgartner à 140. Sandy Ryan peut faire 140. Elle était à 140 avant d'affronter Marie-Pierre Roule. Elle peut faire entre 140 et 154, Sandy Ryan. C'est ces 3 catégories là, où elle est à l'aise là, de faire le poids. À suivre, mais je l'ai trouvé fantastique hier. Elle a sonné. Et là, juste pour te dire, Laurent, quelque chose d'intéressant. Rappelons-nous que Terry Harper avait le titre WBA à 154 livres. Ils ont annoncé hier qu'elle retombait à 135 livres. Le titre va redevenir vacant, probablement. Et qui sont les 3 aspirantes WBA? Cecilia Brækhus, Claribel Mena et Mary Spencer. Mais est-ce que Mary Spencer, est-ce qu'on est rendu à parler de Mary Spencer? Bon, on peut en parler là. J'aimerais ça qu'on en parle là, OK? Parfait. Mais je te pose la question. Est-ce que Mary Spencer, c'est vraiment une 154 ou elle aimerait... Tu sais, 147 n'est pas bien loin. Là. Elle est capable de faire 147, selon moi. Mais là, Mary Spencer, elle remonte sur le ring le 11 avril prochain. Je m'en suis rendu compte que j'ai vu un site de matchmaking passer, puis c'était clair que c'était pour Mary Spencer. On cherchait quelqu'un pour un 10 rounds pour venir au Canada, tu sais, à 154 livres. C'est assez clair que c'est Mary Spencer. Là, je trouve ça intéressant. Tu viens de me dire que la ceinture est vacante. Puis, je te l'annonce, Cecilia Brækhus est rendue à un âge assez avancé que ça se peut qu'elle refuse simplement de participer à cet appel d'offres-là. Ça se peut qu'elle ait un autre projet. Ça se peut que ce ne soit pas dans son espace-temps. Ça fait que là, mon réflexe je viens d'apprendre ça, là, c'est clair que Mary Spencer va se battre pour un titre vacant si elle le désire. Ben, il y a Claribel Mena qui est devant elle. J'ai contacté Claribel Mena pour savoir si elle avait eu une offre d'Eye of the Tiger. Elle n'en avait pas eu. Ça semble compliqué du point de vue des visas pour un délai pour avril, mais mettons pour septembre ou juin. Je peux te dire, là, en décembre dernier, quand ils ont dessiné un plan pour Mary Spencer, on avait la fille là, qui ça ne tentait plus après un round. Puis en janvier, puis le plan, c'était Mena. Parce qu'elle est numéro 2 à la WBA. Elle est bonne, by the way. C'était le plan. Mais là, j'ai réussi à retirer les verres du nez de gens autour de Mary Spencer. Et ce qu'on m'a dit, c'est que l'adversaire de Mary Spencer est une ancienne championne du monde et que, tu sais, le système, là, ça, c'est un peu, moi, je trouve ça niaiseux, là, mais tu sais, le système d'étoiles sur BoxRec, qui parle de notoriété du combat. Là, je ne crois pas trop à ça. Là, je fais ma propre idée. Mais on m'a dit que Mary Spencer allait faire le quart de finale, mais que son combat allait avoir plus de sens et de difficulté que l'adversaire de Claggett. T'sais. Comme Claggett a peut-être un tune-up fight, mais on le place en demi.
puis c'est Marie qui aurait mérité la demi. Fait que pour donner une Il y a idée... plusieurs noms qui ont été lancés pour Mary Spencer. Fait que moi, j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Là. Mais c'est sûr que ce sera peut-être... Je pense pas que ça soit pour le titre WBA tout de suite. Il faudrait que Camille ait sécurisé ce titre-là si on veut vraiment l'avoir, peut-être plus en juin pour ce titre-là. Parce que Escarpeur l'a officiellement lâché. C'est ça l'affaire. Elle a perdu hier, là. Elle a perdu hier, puis elle a un délai pour pouvoir rendre son titre vacant, surtout si elle descend vraiment à 135 livres, comme son coach le dit. Mais tu veux-tu dire, des fois, moi, j'aime ça faire des grandes phrases, des phrases très punchées, parce que là, I've the Tiger pourrait les reprendre puis me citer mon nom. OK? Là, j'y vais. OK? J'y vais pour la citation. T'es prête? Oui. Mary Spencer sera championne du monde avant la fin de 2024. Là, je le crois, là, mais c'est parce que tu me l'as déjà dit, cette phrase-là. Non, mais c'est parce que moi, je vais être cité. Mais là, je te dis une chose. Elle a perdu 2 fois contre Femke Herman. OK? Ouais. Si tu prends toutes les autres 154 livres au monde, tu leur donnes la même construction de carrière que Mary Spencer, tout le monde à 154 livres, présentement, ça exclut Shields puis Savannah Marshall qui sont plus hautes, ou Franken Crudozun. Tout le monde aurait perdu les 2 combats contre Femke Herman. C'est juste, Femke Herman est bonne. Genre. Puis Mary Spencer, elle aurait pu battre Savannah Marshall si elle ne s'était pas fait pincer. Non, mais je parle à 154 présentement. Oui, à 154 présentement. Non, c'est sûr, Femke Herman, selon moi, c'est la meilleure présentement 154 livres active. On ne parle pas de Shields, qui n'est plus à 154 livres officiellement. Bien, si elle reviendrait, elle serait deuxième. Hein. Juste raconter vite. Et on peut-tu aller en rafale avec des nouvelles puis des informations? Oui, je sais à quoi je parle trop aujourd'hui parce que. Non, mais on avait des sujets qu'il fallait approfondir. J'étais à Drummondville, j'ai goût de mordre dans la boxe. J'ai trop aimé ma soirée. Je vais te descendre des sujets vite qu'on va aborder. OK? Jessica Camara va affronter Yoon Choi. Ça, c'est intéressant. Jessica Camara qui va se battre à 135 livres, donc dans sa catégorie de prédilection, contre Yoon Choi, ancienne championne des 130 livres WBA, qui, elle, va monter pour la première fois à cette catégorie. Puis c'est pour un titre mineur, le WBA Gold. Ça va se passer à Séoul, quelque part au printemps. Et juste pour te dire, Jessica Camara a vraiment des solides chances. Yoon Choi n'a jamais connu l'adversité que Jessica Camara a connue dans sa vie. C'est une fille qui a été protégée énormément, qui a trouvé toutes sortes d'excuses pour éviter des combats d'unification ou d'affronter ses mandatories. Elle était jusqu'à pas longtemps champion in recess à 130 livres, mais elle n'a jamais revendiqué son dû face à Alicia Baumgartner de dire « Hey, tu me dois un combat, ma blessure est finie. » Tu sais, elle a comme juste décidé de monter à la place. De Defector, c'est une nord-coréenne, il y a une Choi, ceux qui savent pas, on l'appelle The Defector Boxing Girl, Girl of Boxing. Je pense que c'est The Girl Defector. Oui, quelque chose de même. En tout cas, elle a quitté. Je vais juste raconter son histoire vite. À 10 ans, elle a fui la Corée du Nord avec sa famille. C'est une des rares qui a eu un succès à le faire. Et depuis ce temps-là, ça a été une très, très jeune championne. Je pense que dans le temps, elle était la plus jeune championne. Maintenant, c'est plus elle. Là. Je pense que c'est Gabriela Fundora qui a repris ça. Mais à cette époque-là, elle était la plus jeune championne. Elle était championne dans 2 catégories différentes. Mais elle n'a jamais affronté quelqu'un comme, par exemple, Heather Hardy, Melissa Saint-Ville ou Kelly Reese. Je crois aux chances de Jessica Camara. Cela dit, je ne sais pas comment fonctionne le système coréen en boxe. La commission là-bas, est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils sont comme au Japon? Est-ce que les juges sont neutres? Est-ce que l'organisation est juste? Je n'ai aucune idée. Donc, je vais laisser le bénéfice du doute là-dessus. Je crois en Jessica face à Yoon Choi, sincèrement. Là. Et, pour les gens à la maison là, qui trippent et qui veulent en savoir plus, aller sur YouTube, aller sur Internet. Il y a plein de choses. L'histoire de Yoon Choi est spectaculaire. Puis sa place qu'elle a à l'avant-scène de la politique un peu. Ben, pas de la politique, là, mais ce qu'elle amène, son message, elle est plus pour la Corée du Sud, c'est plus gros que la boxe. C'est tout l'aspect nord. La liberté, puis la victoire, puis l'unification des familles. Oui, c'est ça. Mais pour Camara, c'est une expérience incroyable. J'aimerais ça savoir comment la décision s'est prise, parce que Camara est numéro 1 à la WBC. Lui, là, posait la question à Camara. Oui, puis là, elle s'en va pour la ceinture gold, qui est quand même une ceinture mineure, mais qui te positionne après. Mais
en Corée du Sud que ce ne sera peut-être pas évident au juge. Je vais poser la question parce que moi, je pensais que Camara était en négociation avec Katy Taylor. OK? Parce que Katy Taylor cherche un combat qui ne sera pas un combat contre Chantel Cameron et ça faisait du sens pour moi. Et on ne m'a pas nié qu'il y a eu des approches. OK? Sauf que l'offre de Yoon Mi-Choi était simplement plus intéressante d'un point de vue à court terme. C'était plus intéressant sur plusieurs points. Il faut lire probablement / monétaire, / visibilité, / nanana, / il y a plusieurs aspects qui ont fait qu'ils ont penché vers Yoon Mi-Choi à la place. Mais, tu sais, moi, je ne suis pas contre. J'ai une question pour ma spécialiste, Marie-Ève Albert. Tu as été quand même, tu as vilipendé un peu Mi-Choi en disant qu'elle n'avait pas affronté personne au niveau de Camara et tout. Mais est-ce qu'elle est bonne? Oui, elle est quand même bonne. Elle a des skills. C'est juste qu'ils n'ont jamais été testés tant que ça. Fait que c'est difficile d'évaluer son potentiel, son plein potentiel, jusqu'à temps. Tu sais, on peut toujours dire, oh, mais un boxeur n'a jamais affronté personne. C'est sûr qu'il va se faire battre. Non, c'est pas sûr qu'il va se faire battre. Des skills, c'est des skills. Tu peux les appliquer contre des bonnes puis contre des moins bonnes, puis que ça marche pareil. C'est juste qu'on peut. Des fois, ça ne fonctionnera pas non plus. Des fois, pour tester les skills, pour tester la question que tu poses, Camara, c'est la meilleure fille. C'est exactement mon point de vue parce que Camara, elle en a vu en masse. Elle a vu vanter. Là. OK, Marie, j'ai une autre question. S'agit-il d'un combat 50-50 s'il était en terrain neutre? Non. Moi, je pense que 60-40 Camara. Et moi, Camara. Hey, je prends un gros guess, là, mais c'est parce que je pense vraiment que Camara va causer du trouble à Yoon Mi-Choi. Là, tu vas m'aider avec les noms, mais je pense que c'est contre Kali Reese où il y a 3 ceintures en jeu. C'est ça. Elle a perdu. Si elle gagne, elle s'en va pour 6 ceintures, puis on rajoute The Ring, puis la IBO, je pense. Puis là, Camara, après le 5e, là, vous allez capoter. Après le 5e, amène, je pense qu'amène. Non, après le 6e, amène 5-1 à un point où la fille, là, rappelle-moi le nom, la fille qui attend pour savoir qui elle va affronter pour les 6 ceintures. Il y avait Cameron et Baumgartner qui étaient là. Ouais, et là, Cameron. Eux, ils disent, eux, ils sont en entrevue, puis ils font comme, après le 6e, ils font comme, wow, on est vraiment impressionnés. Nous, on pensait que Kali Reese allait gagner. Là, ça change tous nos plans. On a hâte de voir Camara gagner ce soir, puis on va être prêts pour l'affronter avec tous les titres en jeu. C'est ça le discours, elle arrive à faire au juge. C'était vraiment. C'était un vrai non-sens, honnêtement. C'était un très bon combat, by the way. C'était un excellent combat. J'étais là en plus. Moi, j'étais une des privilégiées, j'étais ringside. Non, mais à la télé, c'est surréaliste de voir les deux qui sont en attente dire va vers la victoire. C'est pas ça. Vite, Baumgartner contre Pearson, finalement ordonné. Donc, sa suspension rétro est terminée. On a ordonné, c'est drôle, la WBC a ordonné le combat contre la mandatory, l'aspirante qui était Delphine Pearson, qui est aspirante dans 3 des 4 associations. Baumgartner est undisputed, on se rappelle. Et ils sont allés direct au purse bid, pas de période de négociation. Donc, direct au purse bid, ce qui m'a fait penser que probablement que c'était vraiment fini entre Matchroom et elle. Et le purse bid, le résultat du purse bid m'a donné raison parce que c'est un groupe, ça, je pense c'est Global Combat, quelque chose comme ça, qui a gagné le purse bid et eux bidaient pour Baumgartner. Ils ont devancé Matchroom et le groupe de Delphine Pearson. C'est un bid, je pense, à 500 000 ou 600 000 $ qui a été gagné. Maintenant, reste à voir s'ils sont capables d'organiser ce qu'ils ont gagné. Parce que c'est pas parce que tu gagnes un purse bid que le combat a lieu. Il faut vraiment qu'ils organisent la patente. On n'a pas entendu parler de date, de lieu. C'est le silence total depuis que le purse bid a été gagné. Bon, est-ce que ça va être difficile, Baumgartner contre Pearson? La réponse, c'est oui. Baumgartner, c'est une fille qui a des poumons, qui a 30 poumons à peu près. Pas Baumgartner, Pearson, ça a 30 poumons, puis ça a du volume sans fin. Baumgartner, le clash des styles, hein, c'est une fille qui lance peu, mais qui fait juste des power shots ou presque. Elle boxe avec ses power shots, puis elle tire vraiment peu. Donc, tu as la fille en gros volume, puis tu as la fille qui va y aller avec ses gros power shots. Je ne sais pas quelle sorte de combat ça va donner, mais je pense que ça peut être difficile pour Baumgartner face à Pearson, même si ce n'est pas élégant, le style de Pearson. Marie, pour les gens à la maison, moi, quand j'ai un combat, mettons que tu me dis la boxe féminine, c'est plate, moi, je vais te répondre 2 mots. Delphine Pearson, Katy Taylor 1. On va me dire que c'est plate après, OK? Non, mais c'est pas plate. J'ai fait mes recherches parce que je savais qu'on allait en parler, OK?
49 victoires, 3 défaites. Elle passe pro en 2009. Elle n'a jamais pris d'année de congé. Elle n'a jamais eu de longue inactivité. Elle a été impliquée dans, selon moi, un des meilleurs combats féminins que j'ai vu dans ma vie contre Cathy Taylor, le premier qui finit en majority des Selon moi, elle avait gagné. Ouais, ça, c'est la folie furieuse. Ouais, selon toi. Puis je pense qu'elle avait gagné aussi. Elle a affronté tout le monde. Elle a même essayé de représenter la Belgique aux Jeux Olympiques. Ça n'a pas fonctionné. Elle est revenue chez les pros. C'est quelqu'un qui a toute une carrière, toute une histoire, mais elle devrait commencer à être sur l'autre pente à 39 ans, mais c'est là ou jamais, là, parce que, tu sais, ça fait longtemps qu'elle attend ce combat contre Baumgartner, qui la doquait carrément, puis les associations n'aidaient pas, ils ne redonnaient jamais le combat, tu sais. Elle fait les 2 combats. Elle va perdre 2 fois contre Taylor, tu sais, les combats très serrés. Autant le premier que le deuxième, là, tu sais, c'est serré. Deuxième, un petit peu plus clair pour Taylor, mais encore là, c'est très compétitif. Et là, elle a, tu sais, tu affrontes 2 fois Taylor, tu perds une majority, tu perds un combat serré, on est en 2020, tu n'as pas eu ta chance depuis 4 ans. Non, ça ne marche pas. Tu sais, elle aurait dû avoir sa chance. Là, elle l'a. J'ai un dernier sujet pour toi, OK? Je veux qu'on parle de Brie Alling, qui a été expéditive face à Noémie Bosquet. Ça se battait le 1er mars sur une carte de King Promotions au Texas, à El Paso. Brie Alling, je pense qu'elle est rendue 6-0, Brie Alling. Elle affrontait une fille de 40 ans qui n'a pas gagné, à peu près, qui a une victoire peut-être depuis 2016 sur à peu près 15 combats. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi on amène des filles comme ça, qui sont en déclin, qui n'ont pas gagné un round contre personne dans les dernières années, contre une fille qui est supposément un prospect. J'ai de la misère. Puis ça va se répéter parce qu'elle se rebat au mois de mai contre Nancy Franco, qui, oui, a déjà eu ses beaux moments quand elle était plus jeune, mais qui est un peu aussi dans la même situation que Noémie Bosquet. Pente descendante totale, très peu de victoires, puis les victoires contre des adversaires très faibles depuis 2015-2016. Je ne vois pas comment on peut faire progresser Brie Alling contre des filles comme ça. Elle stagne dans son classement, puis pourtant, il y aurait plein d'adversaires intéressants pour elle. Ça serait beaucoup plus intéressant de l'amener contre une Lindsay Garbat, qui, même si elle n'a pas la fiche à tout casser, on sait qu'elle est capable de donner encore un combat solide. Il y a des Mexicaines que je connais, tu sais, Marielle Espinoza, entre autres, qui est une jeune prospect, qui, elle, où il y a Salvatori, l'Italienne. Ça serait des bons combats à mettre pour Brie Alling. Mais ça ne se fait jamais. On préfère lui amener des filles qu'elle va knocker au premier round ou au deuxième round ou qui ne toucheront pas du combat. Je ne sais pas comment ça se dessine, cette carrière-là de Brie Alling, mais sincèrement, après une longue inactivité, je trouve que c'est très faible comme niveau d'adversaire. Noémie Bosquet, chapeau à elle, dans le passé, elle a déjà eu ses bons moments, mais c'est derrière elle, puis je trouve qu'elle devrait être à la retraite et non pas dans un ring avec Brie Alling. Elle s'est fait knocker au premier round. C'était attendu. Nancy Franco, la prochaine, s'est fait knocker au mois de février dans son dernier combat. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, Laurent, mais moi, je suis tannée de voir ce genre d'adversaire-là être amené à des filles qui ne sont pas des débutantes. C'est ça qui me gosse un peu. Ça revient un peu à l'adversaire de Marie-Pierre Roule, aussi Portillo. Là. Portillo est quand même meilleur que Bosquet. Bosquet, puis, tu sais, est plus jeune aussi, mais bon. Je pense que Portillo, c'est comme la fille parfaite juste pour faire des rondes. Mais je veux quand même. On va finir. Je pense que. Avais-tu fait le tour de tous tes sujets? J'ai 2 petits sujets. Je veux juste dire que Serrano, ça ne s'est pas fait, mais que la petite fille Crystal Rosado, en dessous de sa carte, a eu un bon combat. Donc, suivez cette petite fille-là, Crystal Rosado, jeune fille qui a rencontré Serrano dans un aéroport, vite, qui est allée la voir, c'était son idole. Puis elle a dit, moi, là, mon rêve, moi, je suis une jeune boxeuse, mon rêve, c'est de te battre. Puis Serrano a trouvé ça drôle, elle a regardé ce qu'elle faisait, elle s'intéressait à elle, puis depuis ce temps-là, c'est sa manager. Et elle est signée chez MVP Prospect. Elle est sur les cartes de Serrano présentement, puis les cartes de Jake Paul. Donc, suivez-la parce qu'elle a affronté une fille, Gloria Munguia, qui est quand même une très bonne boxeuse, une Américaine, qui était non invaincue. Puis elle a vraiment bien fait dans ce combat-là, Rosado. OK, moi, j'avais pris des notes là, pour te poser des questions à la fin.
Carla Zamora contre Estelle Mosley. Tu penses quoi de ce combat-là? Est-ce que ça va relancer Mosley? Est-ce que tu... Non. Ça ne relancera pas Mosley parce que Zamora, c'est une fille qui est difficile à boxer. Elle a un style qui est difficile. Puis Mosley, si Mosley ne fait pas sa transition vers les pros totalement, elle va rusher face à une fille comme Zamora. Zamora l'a tenue devant Béatrice Ferreira. Elle a mangé une tonne de coups. Là. Donc, elle a knocké Jessica Camara. Elle a fait des combats contre Leila Baudouin où elle est allée chercher des rounds. C'est une fille qui va être capable d'affronter Mosley. Je sais pas, c'est correct comme adversaire pour Mosley, mais j'ai hâte de voir comment ça va se solder. OK, j'avais pris d'autres notes. Là. Je te lance tout ça en rafale. Dina Torsland qui défend WBC, WBO, Ring Magazine. Est-ce que... c'est qui Seren Cetin? C'est sa mandatory Seren Cetin. C'est une bonne boxeuse. C'est une fille que j'ai déjà vu boxer, une Turque. Elle devait affronter Dina le mois passé, mais elle s'est blessée à 2-3 jours de la Fight Week. Donc, ils ont mis Marie Romero à sa place dans le ring. Donc, Torslund donne une chance à sa mandatory de l'affronter. C'est un combat qui avait été ordonné. Donc, c'est correct, je trouve. Mais Torslund devrait la dominer. OK, mais j'avais un dernier sujet pour toi, c'est parce que j'ai écouté le gala, c'était à New York. Nisa Rodriguez, une policière de la région de New York, il me semble qu'ils sont arrivés avec de la promo l'entour d'elle. C'est qui, ça? Je la connais pas tant, elle, encore. Non. Tu as vu la promo, genre, ils ont mis le fait qu'ils l'ont mis direct au Madison Square Garden. On va la suivre. On va la suivre, mais sincèrement, je connais très peu de cette fille-là pour le moment. Mais des fois, ça arrive, ça, que quand tu es dans la région de New York, ils vont te hyper un peu trop fort, puis tu n'as pas la carrière amateur qui vient avec. C'est probablement ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, dans la mesure où ça reste sécuritaire. Okay. Moi, c'est la sécurité. Quand on fait passer une athlète pro, il faut qu'elle comprenne qu'est-ce que c'est passer pro. C'est important pour moi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si tu es consciente de ce que c'est que de passer pro, tu connais les risques liés au sport, tu sais c'est quoi tes responsabilités face à ton promoteur, face aussi à ton public, face à ton adversaire. Moi, ça me dérange moins, mais il faut que les gens soient en pleine conscience. Puis il faut aussi qu'on choisisse des gens qui sont capables de passer pro. Marie, en conclusion, ton dernier sujet, tu es un peu déçu de voir ce que le Canada, les boxeurs qu'on a réussi à qualifier au Canada, puis je crois que ton point de comparaison là-dessus, c'est de comparer avec certains pays, peut-être européens, qui ont le même bassin de population et qu'eux ont beaucoup de succès avec leur système d'équipe nationale. C'est surtout que le Canada devrait faire mieux, à mon avis. On regarde des plus petits pays, des pays comme l'Irlande, des pays comme, c'est pas des grosses populations, là. Même la Scandinavie, ils ont qualifié beaucoup plus de boxeurs présentement. Le Canada a 2 boxeurs qualifiés, un gars, c'est Wyatt Sanford, une fille qui est Tamara Thibault. C'est un échec total. Quand je dis échec total, faire attention. Il y a quand même eu des beaux combats, là. Mais il n'y a aucune personne qui est sortie qualifiée des qualifications d'Italie qui viennent de terminer. La prochaine option, et la dernière, c'est la Thaïlande, un petit peu plus tard au printemps. Je comprends. J'ai l'impression que présentement, on est dans une impasse. On a aussi vu aux Jeux panaméricains le même constat. On a eu de la misère à aller chercher des médailles. Il y a seulement Wyatt et Tamara qui ont eu une médaille aux Panaméricains, ce qui n'est pas bon signe parce que ce n'est pas toute la planète qui est là. Est-ce que tu te souviens de la première qualif où je m'étais emballé parce qu'il y avait plein de monde qui gagnait? Puis là, Sylvain Pelletier, comme un vieux sage, il m'a appelé et il m'a dit « Laurent, fais attention, le calibre était faible, ça va monter beaucoup dans les prochaines compétitions. » Puis là, le salaud à Sylvain avait encore raison. C'est comme ça que ça se passe présentement. Je suis en train de me questionner sur l'orientation de Boxing Canada pour le développement des athlètes. Est-ce qu'il y a des choses qui devraient... Parce qu'il faut comprendre que les athlètes aussi sortent très endettés d'une carrière amateur. Hein. Si tu veux faire un cycle olympique, c'est mieux d'avoir de l'argent ou d'avoir des bons commanditaires. C'est très cher pour l'athlète. Ils ont beau avoir des subventions, ça ne couvre pas vraiment le gros des frais. Est-ce qu'on met un trop gros fardeau sur les athlètes? Est-ce qu'il devrait avoir un programme d'aide financière autour? Parce que quand tu as la tête à penser à l'argent, tu penses. Des fois, il y a d'autres choses que tu négliges. Moi, je me pose la question. Il n'y a peut-être pas de corrélation dans ce que je dis, mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a une.
que le fardeau financier est trop élevé sur les athlètes de haut niveau sur l'équipe nationale présentement. Mais attends, mais j'essaie de comprendre, c'est plus ce que tu expliques, c'est qu'un athlète qui veut aller, exemple, faire la compétition pour se qualifier, il faut qu'il fouille dans ses poches. Oui, à moins qu'il y ait des commanditaires ou une bourse. Puis c'est pas tout le monde qui l'a. Puis des fois, on peut retenir une bourse au début, ça va couvrir une partie, mais c'est parce que quand on veut aller en compétition, c'est pas juste ça. Il faut aller au camp d'entraînement avant. Le camp d'entraînement, il n'est pas toujours à Montréal. Par exemple, tu peux avoir une compétition en Italie, mais tu pars un mois avant en Allemagne pour faire le camp d'entraînement. Donc, il faut que tu sois là pour le camp d'entraînement, puis que tu sois là pour le tournoi en Italie. Après ça, tu reviens, mais il faut que tu t'entraînes, tu as toute ta routine. Est-ce que c'est en train de devenir un peu comme le hockey où, à la limite, mais je m'en allais dire, gentrifier le sport où si tu n'as pas des parents qui sont capables d'accoter l'argent que tu as besoin, mais tu vas juste choisir un autre sport, puis après ça, on dit il n'y a plus personne en boxe? Je me pose des questions, mais sincèrement, ce n'est pas un sport qui n'est pas cher. C'est vraiment un sport qui est dispendieux présentement. Je ne sais pas si c'est parce que la structure même à Boxing Canada, il n'y a rien peut-être. Je ne sais pas s'ils ont des programmes internes ou pas pour aider ces jeunes-là à se lancer financièrement, là, à aller chercher des commanditaires. Parce que je comprends qu'il y a des programmes de bourse et tout ça. Mais est-ce qu'on a des gens qui les accompagnent dans leur processus, nonobstant les bourses ou tout ça? Des gens qui sont capables de les préparer pour ça, les aider, de leur donner des ressources. Moi, je pense que le fardeau est élevé. Il y a peut-être d'autres raisons. Je sais qu'il y a eu des changements de coach dernièrement. Il y a encore de l'adaptation. On sait que Vincent Auclair est rendu dans ces équipes-là, etc. Ça, c'est correct. Ils sont en train de faire le ménage, de réorganiser leurs équipes de coaching. Mais c'est pas juste ça. La performance, c'est beaucoup plus que juste du coaching puis juste du sparring. Et présentement, clairement, Tamara Thibault est probablement la meilleure au monde dans sa catégorie. Wyatt Semford a 2 Olympiques, va avoir 2 Olympiques à son actif aussi. C'est un ancien Olympien. Donc, ces deux-là, ils se sont qualifiés parce qu'ils sont à maturité là, dans leur carrière amateur. Mais pour les petits jeunes qui poussent, il y a comme un changement de garde aussi. Comment on les accompagne pour essayer de les faire qualifier? Sarah Kali, elle a quand même gagné son premier combat. Maria Lamadia aussi. Scarlett Delgado, selon moi, aurait pu se qualifier. Moi, je n'étais pas d'accord avec la décision de son combat. Scarlett Delgado est probablement celle qui est le plus proche d'une qualification olympique, à mon avis, dans cette équipe. Qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? Je me pose la question. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien, mais clairement, la Turquie, les États-Unis, l'Australie, le Brésil. Le Brésil a une terrible équipe déjà qualifiée. Je me pose des questions. Qu'est-ce qu'ils ont, ces programmes-là? Le Brésil n'a pas eu de médaille. Le Brésil n'a pas eu de médaille pendant comme 40 ans avant l'arrivée des jumeaux Falcao. Puis là, tout d'un coup, c'est la grosse affaire. Ils ont tellement un bassin de bonnes boxeuses et bons boxeurs amateurs. Tout d'un coup, la Turquie, c'est pareil. Chez les femmes, en tout cas, là, la Turquie, c'est riche. Il y a au moins 5-6 filles déjà qualifiées aux Olympiques là, après les Européens. Si mon bon ami Sylvain Pelletier était là, il dirait qu'on en a pris à part ces pros, des gens à 18 ans, on les perd pour les cycles olympiques. Il dirait que Wilkins gagnerait probablement une médaille ou la gagnerait dans 4 ans. Est-ce qu'on passe nos gens pros trop tôt au Canada? Quelle bonne question. Est-ce que Léla aurait dû être notre espoir de médaille, mais elle a préféré s'acheter un chien qui pèse 200 livres? Arrête donc! Ça me fait rire, son On chien. va saluer Rufus. J'adore Léla, mais elle met la première photo de son chien, il pèse 4 livres. Je reviens, je rouvre mon Facebook 2 semaines après, rendu à 89 livres. Je pense qu'on a fait le tour de nos sujets. On a dépassé en masse notre temps qu'on a d'habitude, mais c'est pas grave, on avait des sujets importants à aborder. J'avais des affaires à dire, puis là, on a une championne du monde, vers quitter positivement, mais j'espère qu'il va y avoir de la grosse promo alentour du fait que la finale et la demi-finale, c'est 2 combats féminins le 4 avril, 2 athlètes d'exception. Marie-Pierre Roule puis Kim Clavel, si tu cherches 2 représentantes pour la boxe féminine, ils sont parfaites avec un micro. Belle personnalité, la totale. Il y a le talent et la personnalité. Ouais. On oublie le Marie-Pierre, qui a construit des dossiers quand Horacio Arruda avait mis la boxe illégale là, pendant la COVID. C'est Marie-Pierre qui est allée au front. Elle passe très bien à la télé. Regarde, elle fait tous les podcasts de tous les podcasters présentement. Elle est même allée chez Mike Ward. Moi, si j'étais Philippe Farley, je l'aurais déjà demandé en mariage. Ah oui, avant que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Hein? Ouais. Si tu ne fais pas attention, il y a un ratoureux qui va arriver.
Philippe, le temps passe. Tic-tac, tic-tac. Sur Voilà. ce, je te souhaite un beau mois de boxe, Laurent. Oui, Martine Vaillant-Bisson, on la ramène en septembre ou novembre. Tout va bien et passe une belle journée. Joyeuse Pâques. Bye! Bye!